Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous retrouver ce matin sur For You Matin. Voilà, nous allons aborder en thématique d'accueil. Nous irons du côté du Mali où là-bas les autorités ont dissous, c'était mardi, l'ensemble des partis politiques et organisations à caractère politique. C'est une décision qui a été, on le sait, déjà annoncé il y a plusieurs semaines déjà. Les raisons avaient été avancées par le pouvoir en place. Eh bien, la décision a donc été officialisée ou du moins confirmée. On rappelle qu'il existe à ce jour environ 300 partis politiques du côté du Mali, du moins recensés. Une décision qui, on le sait, on l'avait également commenté sur ce plateau, qui avait été redoutée par l'opposition depuis plusieurs semaines. Les autorités du Mali avaient donc déjà abrogé la charte des partis qui définissait les différentes bases juridiques, morales et organisationnelles des formations politiques. Eh bien, nous en parlerons. Ce sera simplement un commentaire à la suite de cette décision des autorités maliennes. Et puis le thème principal de ce matin, nous allons nous interroger en ce qui concerne une éventuelle, du moins un éventuel peut-être une éventuelle adhésion, entrée du Tchad au sein de l'AES. C'est ce qu'on peut déjà peut-être entrevoir après cette sortie à un plateau télévisé. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien, Gassim Chérif, c'était le 13 mai dernier, a donc exprimé le souhait de voir son pays rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Il pense que ce serait une bonne chose que le Tchad rejoigne l'AES. Eh bien, pour lui, c'est une belle expérience que N'Djamena devrait sérieusement envisager. Mahamat Déby, il s'agit en tout cas d'amorcer cette dynamique en rompant les accords de défense avec Paris. Il reste maintenant à agir sur d'autres aspects liés à notre souveraineté, le franc CFA, l'économie, la géostratégie ou encore la gestion de nos ressources par nos propres cadres, a souligné Gassim Chérif, appelant bien sûr à des débats sans complexe. Voilà, entre autres, quelques extraits de ces déclarations, des déclarations qui vont nous permettre d'interroger la plus-value d'une éventuelle entrée du Tchad au sein de l'AES, les enjeux géopolitiques non seulement au sein de la sous-région est-africaine, mais aussi et surtout la sous-région Afrique centrale. Mesdames et messieurs, c'est le menu de ce matin. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité au programme de For You Media Africa. Eh bien, vous l'avez donc compris, le décor est planté. D'abord le Mali, ensuite le Tchad. Mais avant la présentation de notre panel, M. Henriat Tongana de l'autre côté qui partage ce plateau avec nous également. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, madame Siké. Bonjour à mes panélistes que vous allez présenter. C'est votre privilège. Bonjour aux afrocentristes, aux téléspectateurs, aux afrocentrés, aux Kémites, à toutes ces personnes qui luttent pour la souveraineté de l'Afrique et qui nous suivent régulièrement. Je vous remercie. Bonjour à For You Media Africa et je remercie une fois de plus de m'avoir invité. Voilà, Henriat Tongana qui est avec nous, vous l'avez donc compris, sur ce plateau de For You Matin. Et bien sûr, du moins, on dirait ici au plateau central, Albert Anatola ici partage ce plateau avec nous. Bonjour. Bonjour Madame Siké, je salue mon co-combattant Henriat Tongana que j'ai le plaisir de retrouver dans le cadre de cette tribune de conscientisation, d'information, je parle la vraie information, et d'éducation politique et géopolitique. Je n'oublie pas le top management ainsi que, n'est-ce pas, les techniciens qui nous donnent de la visibilité, eux qui font un travail ingrat, mais un travail formidable. Je voudrais, à l'entame de cette émission, comme dans mon habitude, entrer par un coup de gueule, Madame Siké, oui. Nous avons affaire à un bloc occidental qui, décidément, a une amnésie sélective. Je veux ici parler
des pourparlers qui se tiennent ce jour du côté d'Ankara, en Turquie, n'est-ce pas, entre la Russie et l'Ukraine. Et la partie ukrainienne. Dans la perspective soit d'un cessez-le-feu, soit d'une paix durable du côté de l'Ukraine. Et je suis très surpris et même amusé de constater qu'il y a une sorte d'indignation portée par les opinions publiques occidentales, notamment françaises, et surtout leurs médias, qui estiment que M. Poutine n'est pas de bonne foi, et il ne veut pas la paix, ni le cessez-le-feu du côté de l'Ukraine. Mais ils oublient deux choses qu'il faut absolument leur rappeler. La première chose, c'est que je crois que M. Poutine fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la CPI. Émis par la CPI. Tout à fait. Alors, pourquoi il devrait-il s'offusquer du fait que le Poutine ne se déplace pas en Turquie pour, dans le cas, n'est-ce pas, d'essayer pour parler avec l'Ukraine? Ça, c'est une grosse contradiction que je voudrais ici soulever. La seconde contradiction, c'est qu'avant l'arrivée de M. Trump à la Maison-Blanche, je n'ai pas la certitude que Macron, Ursula von der Leyen et consorts parlaient d'un cessez-le-feu ou d'une paix durable en Ukraine. Je crois que leur narrative consistait à fournir et à refournir davantage des armes à l'Ukraine. Approfondir, de multiplier les sanctions également contre la Russie. Alors je suis donc surpris que les mêmes individus qui tenaient un narratif contraire sont les premiers à pratiquement faire une sorte de propagande nauséeuse contre, n'est-ce pas, Moscou. Là, je suis quand même très surpris. Très surpris, et je pense que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Je ne suis pas de l'auberge des contradictions. Oui. Mais si, en tout cas, dans le contexte des Ukrainiens, ce sont les Ukrainiens, bien évidemment, qui sont en train de payer le plus fort. Parce que si cette guerre s'est tenue en territoire soit français, soit allemand, je crois que les perceptions ou les narratifs seront différents. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Monsieur Aïssi, d'être là ce matin. C'est nous qui vous remercions. Eh bien, le décor est planté, chers téléspectateurs. Direction le Mali avec cette décision des autorités. La dissolution de manière officielle, en tout cas après l'annonce des différents partis et organisations politiques. Je vous propose de planter le décor avec ce récit de la rédaction centrale de For You Media Africa. Après la suspension le 7 mai 2025 des partis politiques pour des raisons d'ordre public, le président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, a décidé de la dissolution des partis politiques ainsi que des organisations à caractère politique sur toute l'étendue du territoire. C'est ce qui ressort d'un décret présidentiel pris en Conseil des ministres extraordinaire mardi 13 mai 2025 au Palais Koulouba. Le document a été lu au cours d'une édition spéciale à la télévision nationale par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral. Article 1er. Les partis politiques et les organisations à caractère politique sont dissous sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, les personnes en exercice dans les institutions politiques et administratives de l'État, en vertu d'une désignation de parti politique ou d'organisation à caractère politique, peuvent poursuivre leur mission sans pouvoir se réclamer de leur qualité de représentants des partis politiques ou d'organisations à caractère politique. Dans la suite de son propos, Mamani Nassiré va indiquer que le document prescrit notamment l'interdiction de toute réunion des membres d'un parti politique et même l'interdiction à toute personne de favoriser une réunion des membres des militants d'un parti politique. Article 2. En vertu du présent décret, il est prescrit notamment l'interdiction de toute réunion des membres des partis politiques et des organisations à caractère politique dissous, l'interdiction à toute personne de favoriser la réunion des membres d'un parti politique dissous, notamment en consentant l'usage d'un local dont elle dispose ou la mise à disposition de tout autre moyen à but politique, l'interdiction de toute activité comme fondateur, président, directeur ou administrateur des organisations dissoutes. D'une manière générale, l'interdiction de toute autre activité politique ou à caractère politique de la part des organisations dissoutes.
Comme on peut bien l'imaginer, le document précise par ailleurs que toute violation des dispositions du présent décret expose les auteurs et complices aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Le responsable ministériel en charge des réformes politiques et du soutien au processus électoral indique qu'il va s'agir de poursuivre les réformes afin de donner satisfaction au peuple malien sur la base de la mise en œuvre d'un certain nombre de recommandations qui ont été formulées lors des assises nationales de la réformation, tout en affirmant que cette dissolution fait suite aux conclusions de la consultation des forces vives de la nation qui ont demandé la dissolution des partis politiques. Mamani Nassaré relève par ailleurs que cette dissolution va permettre d'asseoir des bonnes bases sur la formation prochaine des partis politiques. Soulignons que bien avant la tenue du Conseil des ministres, le président de la transition du Mali avait promulgué la loi portant abrogation de la charte des partis politiques et du statut de l'opposition politique après validation du Conseil national de la transition CNT qui avait donné son avis favorable avec 130 voix pour, 2 contre et 0 abstention. Merci à la rédaction centrale de For You Media Africa pour ce récit en ce qui concerne cette dissolution des partis et organisations politiques du côté du Mali, la décision des autorités. Les raisons, bien sûr, avaient été avancées par les autorités maliennes, même s'il y a eu un soulèvement de voix, de ces partis politiques du côté du Mali. Mais c'est une décision qui a été, bien sûr, entérinée. Nous allons simplement passer la parole à nos invités pour le commentaire. Monsieur Henri Tongana, je vous renvoie l'antenne pour la première prise de parole. À ce propos, le gouvernement malien a maintenu sa décision. On sait que l'aspect sécuritaire avait été un peu plus mis en avant, mais aussi et surtout ces points de déstabilisation, de manipulation, justement de l'instrumentalisation de ces différents partis, mais aussi ces organisations politique. Oui, en effet. En effet, ce n'est pas surprenant qu'ils prennent la décision. Parce que il ne faut pas oublier que le pays est en mode transitoire. Quand il y a un mode transitoire comme ça, il y a un mode institutionnel transitoire. Parce que il faut toujours rappeler d'où nous venons. Il n'y a pas très longtemps, nous n'étions pas des pays. Pour eux. En 1960, on n'était pas des pays. Alors, à partir de 1960, il y a les indépendances nous sont accordées, nous devenons des pays. Nous allons donc, et il faut toujours le rappeler, on va tester la notion de république. Cette notion de république n'a pas été construite sur nos bases, sur nos mœurs, sur nos valeurs. Nous avons pris des réalités institutionnelles d'autres pays que nous avons implémentées chez nous. Alors, normalement, tout ce qui arrive là, c'est prévisible. Déjà parce que les pays même quand la France, par exemple, va expérimenter la notion de république, ça ne va pas se faire ça facilement. Ils vont aller de la monarchie, il y aura la révolution, et puis après, ils vont tester un truc qu'ils ne connaissent pas, qu'ils vont appeler la république. Donc, ça va passer par quoi? Ça va passer par la législature, et puis après la législature, il y aura la constituante. Après la constitution, il y aura la convention. Nous sommes là dans des modes des institutions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appellerait des choses démocratiques. Encore faut-il qu'on s'entende sur la notion de démocratique. On peut estimer que la législature, comme la constituante, comme la convention, étaient des démocraties, puisque c'était l'expression populaire. On se souvient d'ailleurs que, je ne vais pas passer les parties de cette convention, il y a eu la période qu'on appelait la terreur, où le peuple français voulait qu'on coupe une tête pratiquement tous les jours. Oui, il faut quand même rappeler que c'est ça l'histoire de France à partir de 1789, à partir de la Révolution. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de parti politique. On estime que la convention, ou la constituante, ou la législature, c'est d'ailleurs des choses qui se ressemblent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont supposés être le peuple à l'Assemblée. En fait, c'est un peu la mère de l'Assemblée. Si vous voulez, c'est un peu comme si l'Assemblée nationale prend le pouvoir. À partir du moment où l'Assemblée nationale prend le pouvoir, elle représente le peuple, il n'y a plus besoin d'élection. Il faut bien savoir que la France est passée par là. Et puis, ça n'a pas continué à la démocratie.
N'oubliez pas que Napoléon est revenu à réinstituer l'Empire. On oublie ça, il ne faut pas oublier ça. Parce que quand on se rappelle tout ça, on se rend compte que ce n'est pas facile de mettre en œuvre des institutions. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit comment ces institutions en France sont obsolètes. Et ce n'est pas moi qui le dis, vous regardez le journal dernièrement, on allait vous dire que l'un des pays les plus endettés de la zone euro maintenant est la France. On voit comment les républiques sont en train de faillir en France. Comment les républiques sont en train de donner des réalités tout à fait incontrôlables. C'est totalement incontrôlable. Vous avez vu la vidéo où certains chefs d'État des républiques françaises cachaient des produits dont je tais le nom ici. Voilà, on se dit, c'est pas possible. Les républiques ne peuvent pas donner ça. Les républiques ne peuvent pas donner ça. Donc, ce sont des expériences qui ne sont pas faciles. Donc, dans cette période d'instabilité des frontières, d'insécurité du pays, d'insécurité institutionnelle, il est normal qu'on reprenne tout en main pour essayer de mettre les choses en route avant de relancer éventuellement ce que vous appelez démocratie. Je rappelle aux uns et aux autres, la démocratie veut dire souveraineté du peuple, c'est tout. C'est tout. Le mode de suffrage n'est qu'une façon d'implémenter la démocratie. Donc le suffrage n'est pas la démocratie. Les élections ne sont pas la démocratie. Les partis politiques ne sont pas la démocratie. Ce sont des outils pour implémenter la souveraineté du peuple. C'est clair que nous, les pays africains peuvent décider d'implémenter la souveraineté populaire autrement. D'ailleurs, cette démocratie n'est pas implémentée de la même façon aux États-Unis, avec un suffrage indirect, qu'en France, avec un suffrage universel direct pour choisir le chef d'État, qui a d'ailleurs une bonne dose de monarchie. C'est De Gaulle qui l'a voulu comme ça pour les institutions de la Cinquième République, de la Cinquième République. En Angleterre ou en Belgique, où nous sommes dans un régime typiquement parlementaire. Il faut avoir expérimenté le régime parlementaire, vous allez comprendre ce que c'est. C'est un peu comme la législature ou la convention en France. Vous avez en Belgique, par exemple, comme le régime est un régime parlementaire, évidemment, vous avez les partis politiques qui sont représentés. Ce sont les partis politiques qui décident. Et le chef de l'exécutif n'est que le parti majoritaire qui a pu former une majorité. Alors vous comprenez comment ces institutions sont d'une stabilité que vous n'imaginez même pas. Alors, à tel point, la Belgique est l'un des rares pays qui peut faire 2 ans sans Premier ministre, sans chef de l'exécutif. Vous vous souvenez? 2 ans, il n'y avait pas le chef de l'exécutif. Mais ça fonctionne. Donc, ça veut dire que les institutions belges, par exemple, je ne dis pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, hein, absolument pas, parce que c'est un autre débat. Je vous montre juste les différences institutionnelles. Et nous sommes aujourd'hui au moment où les pays africains, anciennes colonies, sont en train de se demander quelles sont les institutions que nous prenons. À ce moment, il est normal de tout geler pour en arriver à, comme ils ont fait, faire une charte du Liptako Gourma, qui est en réalité une constitution, une vraie constitution, de vraies devises, pas ce qu'on a allé copier en France. Parce que eux, quand ils choisissent liberté, fraternité, égalité en France, c'est leur passé. Parce qu'il n'y avait pas de liberté dans la monarchie. Parce qu'il n'y avait pas d'égalité dans la monarchie. C'est leur passé. Vous ne pouvez pas penser qu'en France, quand on dit liberté, égalité, fraternité, ça ne vient pas du hasard. Il n'y avait pas de liberté, il n'y avait pas d'égalité, il n'y avait pas de fraternité dans la monarchie. Quand vous étiez monsieur tout le monde, vous ne pouviez pas porter plainte contre, par exemple, un aristocrate. Vous ne pouvez pas témoigner contre un aristocrate devant un tribunal. Il faut lire l'histoire de France, vous aurez la chair de poule. La violence de la monarchie, c'est pas possible. Quand un aristocrate avait porté plainte à un gueux, les gueux, c'est-à-dire les gens qui n'avaient pas de titre, parce qu'il faut comprendre que l'ordre social était l'aristocratie, le clergé, et puis le tiers-état. Le tiers-état, c'est les gueux, ceux qui ne valent rien. Quand un monarque, quelqu'un de la monarchie ou de la noblesse avait porté plainte contre un gueux, celui-là a été automatiquement condamné. Automatiquement. Parce qu'il ne pouvait pas témoigner contre un aristocrate. Ils étaient
condamnés à être des esclaves. L'esclavage, vous savez, ça a commencé chez eux. Hein. Ah ben oui, ça a commencé chez eux. Si vous regardez toute leur histoire, il y avait des propriétaires terriens qui faisaient travailler leur propre population dans leurs champs. C'est comme ça qu'ils ont commencé à s'enrichir, en esclavagisant eux-mêmes. En esclavagisant eux-mêmes avec tous les droits. Je dis bien tous les droits sur eux. Il ne faut pas penser que l'esclavage a commencé seulement en Afrique. Et la colonisation. Ils sont allés implémenter ça en Afrique. C'est-à-dire, ils viennent chez nous, ils prennent nos terres. Et ils se comportent exactement comme dans les monarchies, où il y avait des propriétaires terriens qui avaient le droit de vie ou de mort sur les populations qu'elles trouvaient sur place et qu'elles faisaient produire. C'est toute l'histoire. La colonisation n'est que l'histoire du peuple français qui sont allés appliquer chez nous. Parce que après les révolutions françaises, les Français ont demandé donc l'égalité. C'est pour ça que vous retrouvez ça dans leur devise. Mais nous, on a tapé les devises au hasard. Dans notre devise, il devrait avoir, dans notre constitution, le refus de toute forme de colonisation. Puisqu'on s'est battu, on est devenu des États par négation de la colonisation. Donc, moi, je supporte cette initiative, surtout que c'est une initiative populaire, c'est une initiative publique, et la majorité du peuple soutient les États de l'AES. Je serai au par là. Merci à vous, M. Henri Atongana. Une initiative populaire que la majorité du peuple soutient d'ailleurs. Cette dissolution des partis et organisations politiques du côté du Mali, eh bien, le gouvernement a finalement pris sa décision. Elle est entérinée, officielle. Plus de partis pour le moment parce qu'il y a d'autres enjeux importants pour le Mali. Monsieur Aïssi, on en parlait il y a encore quelques jours. Eh bien, la décision a été finalement entérinée. Ces partis et organisations politiques, il y a eu des voix à un moment lorsqu'on a annoncé ce projet. On sait qu'il y a eu des voix qui s'étaient soulevées pour dénoncer cette posture du gouvernement malien. Mais voilà, les raisons avaient été avancées, des raisons qui semblent, selon les analyses, justes face à la situation au Mali. Je ne voudrais pas revenir sur les éléments de contexte qui ont été évoqués par mon copanéliste, oui, Henri Atongana. Je vais plutôt abonder mon analyse sur deux éléments. Oui. Le premier élément, il sera un élément comparatif et l'autre élément, il sera factuel. Ok. Je vais d'abord commencer par les éléments comparatifs. Dans le même contexte que vient d'évoquer Henri Atongana, notamment en ce qui concerne le contexte de refondation ou d'insécurité. Oui. De fondation institutionnelle et surtout d'insécurité. D'insécurité, oui. Nous sommes du côté de Kiev, c'est-à-dire en Ukraine. Oui. Vous vous souvenez que, je crois, depuis le début de cette année, il devait être organisé élection présidentielle. Présidentielle, effectivement. Ça n'a pas été le cas. Oui. Je crois que c'est avec l'arrivée de Trump qu'il a demandé l'organisation des élections de ce côté-là parce qu'il estime que ce n'est pas tout le territoire ukrainien qui est impacté par les opérations militaires actuellement en cours. Mais avant, Zelensky a dissous tous les partis politiques de l'opposition de son pays. C'est important de le préciser. Pour que nos téléspectateurs comprennent oui, ce double narratif, n'est-ce pas, ce double standard pour reprendre le narratif des autres. On ne fait aucunement pression à Zelensky à organiser quelques élections présidentielles, que ce soit, il n'y a pas eu de levée de bois vert oui, contre, des levées de boucliers, j'ai envie de dire, contre, n'est-ce pas, c'est l'initiative de dissoudre des partis politiques de l'opposition, soit dit en passant. Aucun média occidental n'a évoqué cela. On en parle, bien sûr. Aucun n'en parle. Je prends un autre contexte. Je vais maintenant en territoire français, c'est-à-dire qui se présente comme étant un modèle de démocratie. Au moment où nous tenons cette émission, Madame Siké, je voudrais quand même vous rappeler que le Code noir n'a pas encore été aboli en France. Le Code noir qui légiférait l'esclavage et qui renvoyait l'homme noir à un bien meuble. Je voudrais quand même vous rappeler que le Code noir a été institué en 1785, je crois, par Louis XIV. Il n'a pas encore été aboli dans le pays de la démocratie qui s'appelle la France. Lequel pays dont les dirigeants gouvernent par les 49-3. Tout à l'heure, Henri Atongana vous faisait comprendre que la démocratie, ce n'est ni plus ni moins que la souveraineté
du peuple. Du peuple, oui. Et je sais pas, lorsqu'on gouverne par ordonnance, c'est-à-dire que on fait l'impasse sur les représentants du peuple qui sont les députés et on décide de gouverner par le 49-3. Je ne sais pas si c'est exprimer la souveraineté du peuple. C'est de la dictature. C'est de la dictature pure et simple. Je voudrais toujours rester dans ce contexte français où un pays vous dit qu'il suit un peu de démocratie, mais est quand même dispose quand même sur son territoire des colonies de peuplement, telles que la Nouvelle-Calédonie, telles que Mayotte, entre autres. Est-ce que ça devrait faire... C'est un modèle de démocratie? Je ne pense pas. En plus, j'ai suivi, depuis que nous avons suivi, depuis cette actualité-là, depuis la dissolution, d'abord la suspension des partis politiques, puis la dissolution au Mali, j'ai suivi tout et n'importe quoi sur ces médias-là, que je préfère taire, je préfère taire. Non, mais il y a un personnage qui attire mon attention par ses analyses biscornues. Je parle de certain Serge Daniel, je crois que ça veut dire quelque chose, Serge Daniel. Oui. C'est-à-dire un cerveau blanchi qui, le week-end dernier, nous a présenté, enfin, sa chaîne nous a présenté quelques tondus et quelques pelés qui dansaient devant une estrade et qui ont été présentés comme étant une contestation populaire de la dissolution, d'abord de la suspension puis la dissolution des partis politiques au Mali. Je crois que c'est ce qui a valu la suspension de son média. La suspension, oui. De son média. Oui. Donc, ce qui fait qu'en réalité, le problème de fond, c'est quoi? Tout ce bavardage repose sur quoi? Ça, en fait, il est question d'un retour à l'ordre constitutionnel. Oui. C'est ça le problème de fond. Oui. Le problème de fond, c'est que le fameux retour à l'ordre constitutionnel, ça suggère quoi? L'organisation des élections afin qu'il y ait un retour d'un civil, n'est-ce pas, dans les affaires au Mali, lequel civil, justement, va pouvoir chanter leur musique au travers des deals. C'est pour ça que non seulement ils utilisent des ONG qui régulièrement, très régulièrement, noircissent toutes les actions, qu'elles soient des clouds, non, des dirigeants maliens, les autres, en tout cas de l'AS d'une manière générale. Ils utilisent leurs leaders d'opinion, ils utilisent les ONG, ils utilisent leur tambour habituel, c'est-à-dire les médias si vous voulez, et qui dépeignent systématiquement la gouvernance des dirigeants de l'AS, parce que selon eux, ce n'est pas le modèle convenu qui les arrange. Mais qui sont-ils pour nous imposer un modèle de gouvernance ou politique ou démocratique? Alors pourquoi est-ce qu'ils tant d'insistance sur la démocratie électorale? Est-ce que les peuples africains, d'une manière générale, est-ce que les peuples de l'AS ont-ils besoin de la démocratie électorale? Je ne pense pas que... Il faut quand même rappeler que la France, je crois que ça a été dit tout à l'heure abondamment par Henri Atamou. Oui. Tous ces gens qui nous donnent les leçons de démocratie ont été construits, dirigés par des monarchies. La France a été une monarchie. La Belgique, c'est une monarchie. La Grande-Bretagne, c'est une monarchie. Donc, tout ce bavardage qui vise à vouloir nous donner des leçons de démocratie, qui sont-ils pour nous donner des leçons de démocratie? Ils sont très mal placés. Donc, en fait, les enjeux sont ailleurs. L'enjeu, c'est qu'en réalité, la dynamique de refondation engagée par les dirigeants de l'AS est en train de poser problème à ceux qui, de tout temps, pensent qu'ils doivent venir sur le continent africain vivre de prédation, de rapines et de crimes et surtout d'ingérence. Ça leur pose un problème. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous avez l'uranium, le prix de l'uranium qui, n'est-ce pas, a atteint déjà des prix records sur le marché international parce que, justement, il était puisé gratuitement du côté de l'AS, par exemple. Vous avez de plus en plus de problèmes d'électricité en France, où la facture, non seulement, ça monte de plus en plus, et vous avez des rationnements. C'est-à-dire, un peu comme nous vivons chez nous ici, les délestages. Oui. Ça veut dire que la dynamique, c'est-à-dire la souveraineté engagée, dans le processus de souveraineté engagé par les dirigeants de l'AS, a un impact au niveau de ces prédateurs-là. Le deuxième grille d'analyse qu'il faut, tout à l'heure, je vous ai dit que je vais parler du factuel. Tout à fait. Voilà. Et du contexte. Le contexte actuel, c'est quoi? C'est que la plupart des pays de l'AS ont constaté, et d'ailleurs c'est une dynamique qui devrait inspirer la plupart des pays africains, qui sont soit des États hybrides, soit, j'ai envie de dire,
en réalité des enclos néocoloniaux sans aucune consistance institutionnelle. Le modèle j'ai envie de dire, de gouvernance qui est appliqué n'est aucunement l'émanation endogène. Elle est inspirée des dynamiques extérieures, c'est-à-dire, il n'y a pas la loi fondamentale. Or, la loi fondamentale doit, quand je parle de la loi fondamentale, je parle de la Constitution. La Constitution, tout à fait. La plupart des constitutions que nous utilisons n'intègrent pas les spécificités de nos pays. C'est-à-dire les réalités culturelles, oui. les projections économiques, financières, justement, ayant pour socle des questions de souveraineté. C'est ça qui est la question. Or, dans une dynamique de refondation institutionnelle, il faut intégrer tout cela, c'est-à-dire la sociologie, les dynamiques culturelles, les perspectives économiques, les questions de souveraineté financière, monétaire. C'est ça qui pose problème. Et surtout, la nationalisation de l'exploitation de matières premières. Parce que dans les anciennes constitutions, la primauté était faite à qui de droit, entre guillemets, c'est-à-dire le colonisateur. Qui, notamment dans l'achat de l'impérialisme, vous disait, écoutez, si vous voulez vendre votre cacao, je suis d'abord le premier preneur. Si je ne suis pas preneur, c'est moi qui vous sujet à qui vous vendez. Si vous voulez vendre votre pétrole, j'ai la primeur, la primeur me revient. Maintenant, si je ne suis pas preneur, vous vendez à qui? Alors, est-ce que vous trouvez que c'est tout à fait logique, c'est normal? Mais pourquoi incitent-ils? Et ils utilisent qui? Ils utilisent des reliquats politiciens, ce que vous appelez les leaders de partis politiques, que moi j'appelle des reliquats néocoloniaux. C'est-à-dire qu'ils sont instrumentalisés, qui sont corrompus, qui passent pour être justement des acteurs politiques, j'ai envie de dire au sens noble du terme, mais arrêtez, qui justement obéissent ou pour d'autres projets, bien d'autres agendas. C'est ça qui est la question. C'est pour ça que justement, dans le contexte de l'AES, ça va être beaucoup. Il y a beaucoup de pression. Et puis vous avez des agents gérants extérieurs. Vous avez même désormais, n'est-ce pas, des agents de notation. Oui, qui vous disent que écoutez, tel c'est un dictateur, tel c'est un démocrate, tel c'est le chef de la junte, tel c'est le chef de la président de la transition, tel. C'est ça. Bref, ce n'est pas une surprise. Dans la dynamique de libération, dans la dynamique de lutte, nous vivons ça. Je voudrais sortir en disant ceci. Cette dynamique de refondation, de rupture de souveraineté est irréversible. C'est irréversible. C'est pour ça que nous devons absolument soutenir. Je crois que dans le prochain thème, nous allons y revenir. C'est pour ça que c'est irréversible, irrévocable. Cette dynamique de souveraineté. Nous parlons de la véritable démocratie. Mais pourquoi ne mettent-ils pas l'accent sur la démocratie économique? Justement parce que ça les dessert. Mais par contre, la démocratie électorale, qui nous dessert, c'est ça qu'ils intéressent, parce qu'ils veulent mettre à la tête de nos États, enfin de nos enclos coloniaux ou néocoloniaux, des larbins, des vassaux, à l'image de ce que vous savez, pour justement continuer à servir leurs intérêts, qui seront contrôlés par eux. Pourquoi ne mettent-ils donc pas l'accent, la même pression sur la démocratie économique? Mais parce que justement, ils veulent nous maintenir dans la posture de consommateurs de leurs produits avariés, c'est-à-dire qu'ils viennent chez nous, et puis notre pétrole, notre gaz, nos ressources stratégiques, ils nous les revendent. À l'image de ce qui se passe dans mon pays, le Cameroun, vous avez des gens qui pillent nos forêts et reviennent nous vendre, n'est-ce pas, le produit de ce pillage de nos forêts à des prix faramineux. Alors que nous avons la possibilité, d'ailleurs c'est même encadré par la loi, puisque la loi le dit, qu'il faut transformer le bois sur place pour créer les emplois, mais ce qui n'est pas fait. Ce qui, à notre avis, c'est constitue un gros scandale auquel il faut mettre un thème le plus tôt possible. Merci à vous, Monsieur Albert Anatole ici pour ce commentaire. Eh bien, on referme la page consacrée au Mali pour parler. Nous avons bien sûr analysé la décision des autorités dissolution de ces partis
et organisation politique. Direction le Tchad à présent, nous allons nous baser sur cette sortie, cette déclaration du porte-parole du gouvernement tchadien. Mais ce qui nous intéressera dans ces déclarations, on fera une sorte d'analyse, non pas sur la personne ou voilà, la déclaration en tant que telle, mais justement pour revenir sur l'enjeu, l'intérêt autour de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, un pays tel que le Tchad, peut-être bientôt membre de l'AES. De toutes les façons, c'est une interrogation, mais quelle serait la plus-value d'une entrée du Tchad au sein de l'Alliance des États du Sahel? Est-ce qu'il y a déjà des signaux? Également, ce sont des éléments d'analyse que nous allons certainement présenter ce matin, mais surtout, qu'est-ce que cela pourrait apporter, non seulement au sein même de l'Alliance des États du Sahel, mais aussi au sein de la sous-région Afrique centrale, lorsqu'on sait qu'il y a plusieurs pays de cette zone de l'Afrique qui sont accusés de traîner le pas et d'être trop proches, une fois de plus, ou encore des impérialistes ou encore des occidentaux. Nous en parlons donc une fois de plus avec nos invités avant d'aller au standard, parce que tout à l'heure, nous allons afficher les numéros de téléphone pour vous permettre également à vous, chers téléspectateurs, puisque vous faites partie du panel, de participer également à cette émission. Monsieur Henri Atongana, une fois de plus, je me retourne vers vous. Le Tchad, la grande interrogation bientôt dans l'OES, de toutes les façons, ça reste une interrogation, mais on entre donc dans l'analyse, monsieur Atongana. Un pays tel que le Tchad, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des signaux déjà, selon vous, qui pourraient permettre d'analyser ou alors de penser que le Tchad pourrait intégrer cette organisation, lorsqu'on sait, si on fait un retour en arrière il y a encore quelques mois, lorsque le Tchad annonçait la rupture de ses relations ou encore dénonçait ses accords de défense avec un pays tel que la France, le gouvernement avait tenu quand même à clarifier les choses. Il a été dit d'ailleurs qu'il ne s'agissait pas de quitter une puissance pour une autre. Alors il ne s'agissait pas, je crois que la Russie avait d'ailleurs été citée, il ne s'agissait pas d'aller vers la Russie par exemple. Alors, mais de l'autre côté, en parallèle, on a quand même une organisation qui est organisée autour des États africains, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Est-ce que en l'état actuel, le Tchad pourrait intégrer ou devrait intégrer une organisation telle que l'AES? Oui, d'abord parce que le Tchad a une frontière commune avec les pays de l'AES, Oui, en l'occurrence avec le Niger. Donc ça, c'est un élément factuel, oui, inamovible, l'élément de la frontière. Ça veut donc dire que les problèmes que le Niger peut connaître à ses frontières, les problèmes d'instabilité, peuvent être des problèmes connus par le Tchad. Voilà. Même si au Tchad, il y a déjà eu des hordes, qu'on a appelées des hordes de terroristes qui se baladent dans la zone qu'on appelle sahélienne. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple factuel. oui, C'est-à-dire que c'est un pays qui est frontalier à ces pays. C'est un pays africain. C'est un pays africain qui a la spécificité d'être appelé pays du Sahel, c'est-à-dire qu'en fait, il couvre la bande du Sahel, mais en même temps, vous observez très bien qu'il est le centre de l'Afrique. Il est frontalier des pays du Sahel. oui, Il est frontalier des pays de l'Afrique du Nord, qui donnent à la Méditerranée la Libye. Il est frontalier des pays d'Afrique centrale. Très souvent, le Tchad, on se demande si ce n'est pas l'Afrique centrale. Le Cameroun, la République centrafricaine. Il est frontalier des pays de l'Est, le Soudan. Vous avez, donc, il a une position centrale, stratégique, telle que c'est-à-dire que c'est un véritable centre de gravité. Et c'est parce qu'il est ce centre de gravité que s'il bascule vers l'AES, c'est toute l'Afrique qui va basculer dans l'AES. Toute l'Afrique centrale en tout cas. Tout en sachant qu'il y a déjà eu la Russie
en République centrafricaine pour délivrer la République centrafricaine du terrorisme. Il n'y avait plus d'État. Il faut quand même le rappeler que c'est la Russie qui va rendre l'État à la République centrafricaine. Ex-colonie de la France, néocolonisée par la France. Après combien d'années après les colonisations? Après combien d'années la République centrafricaine n'avait même pas d'armée? C'est la France qui y était. Pourquoi on n'a pas le droit de le dire? Pourquoi on n'a pas le droit de dire que tous ces pays-là, la majorité, utilisent le franc CFA? Ce sont les ex-colonies françaises. Et que forcément, à partir du moment où ils gèrent notre argent, mais comment voulez-vous que les problèmes d'insécurité, que les problèmes d'insécurité alimentaire, les problèmes de non-développement soient attribués à notre Madame Siké? Vous travaillez, vous me donnez votre argent pour gérer. Et le jour où vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à payer votre loyer, on vous dit que vous ne devez pas vous adresser à moi. C'est ça qui se passe. Nous déposons nos réserves au Trésor français. 60 ans après les indépendances, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Et personne n'a le courage de dire, mais attends, on vous a donné notre argent. Enfin, je rêve ou quoi? On a l'impression que nous sommes, les Africains ont été lobotomisés. C'est-à-dire qu'on est tellement abêtis par la colonisation et l'esclavage qu'on ne réfléchit plus. Nous déposons nos réserves depuis les indépendances chez eux. D'abord, c'était à 100%. À 100% toutes nos réserves. Et quelques années après, quand on n'a pas de route, on n'a pas d'hôpitaux, et personne ne pense à leur demander des comptes. Et mieux encore, ils viennent nous expliquer que c'est parce que nous gouvernons mal. Ils viennent expliquer que c'est parce que nous n'avons pas de démocratie. Pour continuer sur le premier thème, parce que ces thèmes sont liés. Oui. À partir de la Révolution française et de l'implémentation ne serait que de la législative, vous savez quoi? La Révolution française suppose que le tiers-État voulait sa part de pouvoir. C'est ça que ça suppose. Vous savez, quand on a demandé au tiers-État d'envoyer des représentants à la législative, vous savez quoi? C'était les nobles qui ont été envoyés pour représenter le tiers-État. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que, par exemple, vous êtes au Cameroun, vous êtes un paysan, on dit aux paysans d'envoyer des représentants à l'Assemblée. Et à l'Assemblée, vous envoyez des intellectuels qui sont bureaucrates. C'est ça qui s'est passé. Je donne pour que les gens comprennent à peu près. C'est-à-dire quoi? Pourquoi je dis ça? Parce que la Ve République est née de la manipulation de la démocratie. À sa naissance, je dis bien à la naissance, à la sortie des monarchies, la France apprend à manipuler la démocratie et le suffrage. Et on a retrouvé ça chez nous. En l'occurrence, le Cameroun. Là, je connais bien. Allez relire les mémoires de Guy Georget, qui est mort, qui était haut commissaire au Cameroun. Il va vous expliquer comment ils ont bourré des urnes pour mettre Ahidjo au pouvoir. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi ils demandent au pays de l'AES de revenir à ce qu'ils appellent l'élection, mais parce qu'ils savent manipuler les élections. C'est avec ça qu'ils ont imposé, soi-disant des élections, ils ont imposé qui ils voulaient chez nous. C'est avec les élections qu'ils ont imposé qui ils voulaient chez nous. C'est des experts en manipulation d'élections. Et je vous ai dit que ça a commencé à la fin, au début de la République, c'est-à-dire la fin de la monarchie. C'est important de comprendre la République française pour comprendre ce que c'est que les institutions françaises. Parce que les pauvres types, ce qu'on appelait les gueux, le tiers-État, les sans-culottes, c'est-à-dire 99% de la population française pauvre, maltraitée par la noblesse et le tiers-État. Ils font une révolution pour avoir le pouvoir et quand on leur demande envoyer des gens pour nous représenter, comme ils étaient majoritairement analphabètes, on allait leur parler des langages qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont encore envoyé leurs bourreaux les représenter. C'est exactement ce qui s'est passé chez nous. C'est-à-dire qu'alors qu'on se battait contre les colonisations, nos bourreaux, on leur a dit,
aller nous représenter à l'ONU. Ah oui, jusqu'à présent, hein. Vous savez qu'on appelait nos pays de la zone française, enfin, la zone privilégiée de la France. C'est eux qui parlaient pour nous à l'ONU. Jusqu'à présent. C'est-à-dire que ceux qui nous ont mis en esclavage pendant des siècles, qui ont violé, torturé, massacré, tué pendant les colonisations, qui ont décimé nos leaders politiques, ben, c'est à eux qu'on a donné le droit de nous représenter. C'est chez eux qu'on a le mettre nos réserves. C'est-à-dire que tout notre travail, on va mettre au trésor français. Ah ben oui, c'est la raison pour laquelle vous les entendez dire qu'ils ne veulent pas que les pays de l'AES, ils veulent que les pays de l'AES reviennent à ce qu'ils appellent ordre institutionnel. Bon sang, l'ordre institutionnel, c'est l'ordre des institutions que vous avez créées vous-même. Pour l'instant, ils sont en train de créer des institutions. L'ordre institutionnel n'est pas l'ordre des institutions que d'autres ont créées qu'on vient vous appliquer. Il faudrait expliquer ça, comment on peut nous manipuler comme ça. Et j'entends, alors là, des petits, ceux qui font la politique alimentaire, c'est-à-dire qui créent des partis politiques alimentaires, 300 partis politiques au Mali, qui ignorent que c'est de l'alimentaire. Alors, parce qu'on leur a déjà dit qu'écoute, on va vous soutenir. Parce qu'ils sont des experts en manipulation d'élections, en bourrage d'urnes. Ils sortent, ils disent oui, il n'y a plus la démocratie, mais vous allez demander la démocratie à la France? Pendant combien de siècles nous ne voulons pas donner? Ben, même si vous voulez la démocratie, ce n'est pas là-bas que vous devez aller demander la démocratie, c'est chez vous. Au moins, dites-nous ce que vous appelez la démocratie quand vous voulez l'appliquer. En tout cas, je parle aux Africains, là, hein. Je ne parle pas aux Occidentaux. Eux, ils sont dans leur logique, dans leur narratif. Ils sont dans leur logique. Donc, ça veut donc dire quoi? Pour en revenir à votre question que j'ai voulu illustrer. Le Tchad a vocation à être un pays de l'AES. Oui. Et l'AES va changer de nom pour être les États-Unis d'Afrique. Parce que c'est l'embryon des États-Unis d'Afrique. Parce que quand le Tchad va y aller, parce que, écoutez, on connaît la communication, Madame Siké. Le ministre par là, on lui a dit, il va faire un teasing. Bah oui, en communication, on appelle ça un teasing. Je vais tester les points de vue. Oui. Il est ministre de la communication, il vous dit, bon, voilà, c'est mon point de vue. Bah, attendez, on ne va pas essayer de voir quelles sont les réactions. Et nous soutenons l'initiative. Parce que le jour où le Tchad arrive à l'AES, il y aura beaucoup plus de difficultés à déstabiliser l'AES. Vous ne voyez pas que le Burkina Faso aujourd'hui est en train de constituer son stock d'or? Ça, c'est quelques éléments. Hein. On pourrait faire toute une dissertation dessus et écrire des livres entiers, mais je vais sortir par là. Je suis sûr que mon copatéliste, brillant comme il est, il va évoquer d'autres aspects de la nécessité du Tchad d'aller à l'AES. C'est une nécessité. Parce que rentrer à l'AES, c'est enfin connaître la souveraineté. Et comme ils seront plus forts, ils seront plus difficiles à déstabiliser. Si le Tchad va dans l'AES, ils sont à peu près ceux qui auront du mal à être déstabilisés. Surtout que M. Poutine, comme Ibrahim Traoré l'a dit, vend les armes qu'il demande. Alors qu'avant, quand la France était là, la France disait, écoutez, vous allez lutter contre les terroristes, mais je ne vais pas vous vendre des armes létales. Et on vous dit après que l'armée, les terroristes dépassent l'armée locale. On a dit aux pays de l'AES, quand la France y était, avant qu'ils deviennent des pays de l'AES, de lutter contre les terroristes armés, et les armées régulières devraient avoir des cailloux. Est-ce que vous vous souvenez de M. Bouhari, quand il a pris les élections, il voulait en finir avec Boko Haram, il est parti aux États-Unis chercher les armes, les États-Unis ont dit, on ne te vend pas d'armes. Il est revenu, il a dit, mais ces gens supportent les terroristes. C'est à ce moment que Bouhari va donner l'accord pour que l'armée française aille chercher les terroristes de Boko Haram dans les frontières du Nigeria. Ça, c'est factuel. Et à ce moment, le résiduel en terroristes a été neutralisé par le père Déby et le Cameroun au Nigeria. Le Nigeria avait pourtant l'argent pour acheter les armes. J'aime souvent rappeler ça pour que les gens puissent comprendre vraiment. Donc le Tchad, pour moi, a vocation à être un pays de l'AES.
Et dès que le Tchad sera un pays de l'AES, la République centrafricaine va aller dans l'AES et ce ne sera plus l'AES. Après, ce sera le Cameroun, ce sera les États-Unis d'Afrique en embryon. Merci à vous, monsieur Atangana. On revient sur le plateau. On prie à nos téléspectateurs d'attendre, de patienter juste quelques minutes, le temps pour monsieur Haïti également de donner son point de vue sur cette question. Monsieur Fred du Bénin, qui est d'ailleurs déjà au standard, merci de patienter juste quelques minutes. Monsieur Haïti, alors j'aime bien le terme qui a été employé par monsieur Atangana. Il dit le Tchad a vocation à intégrer l'AES, à être un pays de l'AES. Et selon lui, si un pays tel que le Tchad intègre l'AES, cela va également avoir un impact, je veux dire quand même positif, sur le reste, c'est-à-dire que amener les autres États de l'Afrique centrale qualifiés quand même d'États voilà, très néocoloniaux, hein, quand même très proches de l'Occident. Et puis, à intégrer ces États pourrait également intégrer l'AES. Donc, l'impact, la plus-value serait assez positif quand même pour un pays tel que le Tchad s'il intègre l'AES. Madame Siké, pourquoi il faut appeler Chacha? C'est ça l'objectif de cette émission. Quel est le chat qu'on a? Nous sommes des néocolonies. Oui. Le Cameroun, c'est une néocolonie. Le Gabon, c'est une néocolonie. Le Tchad, c'est une néocolonie française. La Côte d'Ivoire, c'est une néocolonie, il faut le dire. Puisque vous utilisez les instruments de souveraineté que vous êtes censé utiliser sont entre les mains d'une autre puissance. Tout à fait. Est-ce que vous avez la souveraineté diplomatique? Non. Est-ce que vous avez la souveraineté monétaire? Non. Vous avez des conseillers en matière de défense qui pilulent, qui ont les bureaux dans vos ministères de la Défense. Vous avez quelle souveraineté? Nous sommes des néocolonies. C'est ça. C'est en cela que consiste, n'est-ce pas, le combat des dirigeants de l'AES. Pourquoi c'est cela? Tout à fait. Donc l'AES, c'est un laboratoire. L'AES, c'est un laboratoire, il faut le dire comme ça, d'expérimentation de ce que nous voulons, c'est-à-dire des questions de souveraineté pour régler ces différentes questions, ces différentes problématiques que je viens d'évoquer, entre autres. Les questions de la monnaie, parce que le franc CFA, ce n'est pas notre monnaie. Ce n'est connu nulle part. Il y a des questions de souveraineté en matière de défense, puisque nous n'avons pas cette souveraineté. Vous en avez qui sont entretenus en cause d'accords défense avec Paris, les accords de coopération monétaire avec Paris, entre autres. Nous avons les questions de souveraineté économique, ce n'est pas encore le cas. Il est interdit à nos États d'exploiter ces matières premières. Nous avons les questions liées à la souveraineté culturelle. La preuve, c'est que quand ça les arrange, ils vous envoient ce qu'ils veulent, n'est-ce pas, des patrimoines mémoriels qu'ils ont pillés, qu'ils ont volés chez vous. Quand ça les arrange, parce que alors que chez eux, ça leur donne beaucoup d'argent qui permet de régler le problème chez eux. Ça crée des emplois. Nous n'avons pas la souveraineté en matière de sécurité. La preuve, c'est que pour combattre le terrorisme au Sahel, il faut aller chercher les Takuba, c'est-à-dire que les armées pédophiles, n'est-ce pas, telles que l'armée française. C'est ça, nous sommes des néocolonies, il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc là, c'était un laboratoire. Et ce laboratoire ne doit pas avoir le sort que l'organisation de l'Union africaine a connu. L'organisation et l'unité africaine, connaissez l'OUA, l'ancêtre de l'Union africaine, oui. Vous avez entendu parler du groupe de Casablanca et de Monrovia. Tout à fait. C'était justement l'objectif de l'Union africaine, de l'organisation de l'unité africaine, tel que créé et pensé par Kwame Nkrumah, de recruter mémoire. Donc, l'AES va également dans le sens de la véritable panafricanité, n'est-ce pas, des peuples africains. C'est-à-dire détruire les frontières artificielles qui ont été créées qui ont été mises en place par les colonisateurs. Aujourd'hui, si le Tchad, qui a été membre du G5 Sahel, soit dit en passant, intègre l'AES, d'abord, du point de vue de l'espace géographique, c'est un vaste marché. C'est un grand marché de consommation. Du point de vue de la démographie,
c'est également important parce que vous savez, un marché, c'est la population. C'est non seulement un marché, parce que vous avez, d'un côté au Tchad, vous avez du coton, vous avez des bovins, entre autres. Je pense qu'il faut toujours, comme Ndiam a l'habitude de le dire sur ce plateau, il serait important de pouvoir diversifier des partenariats économiques. C'est-à-dire, ce que le Cameroun ne fabrique que, par exemple, le Cameroun ne fabrique pas ce qu'il peut acheter chez le voisin du Tchad, qui est le Tchad, ou bien le Burkina Faso, et vice-versa. Voilà. Parce que c'est censé de fabriquer la même chose, c'est pour vendre à qui. Donc, il y a justement ces gens-là entre nous, parce qu'il ne faut pas que le continent africain demeure cet espace de marché, de consommation pour l'Union africaine, pour l'Union européenne, j'ai envie de dire, pour l'Union européenne, pour les États-Unis, ou bien pour l'Asie, du tout. Il faut penser justement à former les intelligences pour que nous... D'ailleurs, nous avons des ressources humaines qui soient capables justement de faire exactement ce que nous sommes en train de suggérer sur ce plateau, c'est-à-dire que l'Afrique puisse être un continent qui produit des biens et des services, et non un marché de consommation pour les autres. Donc, je pense que non seulement le Tchad a vocation, pour reprendre le narratif de Henri Atena, mais le Tchad a même intérêt, pour des raisons à la fois géopolitiques et géostratégiques, géopolitiques et stratégiques, d'intégrer l'AES. D'abord, pour une mutualisation des forces, pour lutter contre les menaces asymétriques. Surtout qu'on sait que ce n'est pas pour vous couper, le Tchad a claqué la porte quand même à certaines de la force multinationale, voilà. Ouais, tout à fait, mixte. Oui, bien sûr, parce que justement, là-bas, il n'y avait pas de résultat. Mais je crois que ça a été un peu précipité, justement, le départ du Tchad, de la force multidimensionnelle mixte. Je crois que c'était un peu précipité, parce que quelques semaines plus tard, le Cameroun a subi les mêmes pertes, n'est-ce pas, lors des attaques, n'est-ce pas, de Boko Haram dans les nord du pays. Je crois qu'il faut éviter d'être un peu, j'ai envie de dire, émotif. Lorsqu'on vous fait des choix importants qui vont impacter, qui ont des conséquences à long terme sur l'avenir de votre pays, il faut prendre des décisions précipitées ou hâtives. Et je crois que c'est ce qu'il faut un peu reprocher aux autorités tchadiennes. Quoi qu'il en soit, non seulement le Tchad a vocation, mais a également intérêt à intégrer, n'est-ce pas, l'AES, mais pas seulement le Tchad. Je vous ai dit que c'est un laboratoire qui doit s'élargir en vue de la souveraineté totale et inconditionnelle du continent africain. Or, les autres n'en veulent pas. C'est pour cela qu'ils vont financer les opérations de déstabilisation, comme le voit du côté du Burkina Faso, avec des diverses tentatives d'assassinat, n'est-ce pas, du bilan de la transition. Comme nous observons du côté du Niger, avec constamment une propagande nauséeuse, n'est-ce pas, de ces médias mainstream et des opinions publiques occidentales. Les ONG. Et les ONG, bien évidemment, qui sont payés pour. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, puisque là, c'est donc ce laboratoire, ce qui devrait inspirer tout le monde, mais pas n'importe qui, non plus à n'importe quel prix. Parce qu'il faut éviter l'infiltration de ces laboratoires. Justement, c'est un pays qui reste dans la dynamique france-africaine. Parce que c'est ça notre lutte. Ça dit mettre un terme par nous-mêmes à cette relation nauséeuse et nauséabonde avec la France-Afrique. Lorsque nous faisons le bilan de nos rapports avec la France-Afrique, qu'est-ce que vous en tirez? Vous n'avez que des assassinats politiques, des gnoses de leaders politiques. Vous avez les scandales, les crimes financiers. Vous avez la corruption et vous nous accusez d'être corrompus alors que ce sont eux qui sont les véritables corrompus. Comment font-ils comment les multinationales font-elles pour avoir des gros contrats dans nos pays? Ça passe par la corruption. Je crois que nous avons vu le scandale du pétrole au Congo-Brazzaville. Comment est-ce qu'elle faut pomper le pétrole congolais? C'est-à-dire qu'il y avait une partie qui était déclarée, mais la plus grosse partie, ça s'est passé hors des regards. C'est un gros scandale. Personne n'en a jamais parlé. Donc, je crois que ça devrait faire l'objet d'une émission pour que tout le monde comprenne dans quoi on a été embarqué par les gens qui ont la prétention de donner une leçon.
Merci infiniment, monsieur Aïssi. Eh bien, on va aller au standard. On va aller au standard et passer également la parole à nos téléspectateurs. Monsieur Fred, j'espère que vous êtes encore avec nous. De l'autre côté, vous êtes au Bénin. Merci beaucoup d'avoir patienté. Je vous passe donc la parole, monsieur Fred. Bonjour. Bonjour, Madame Siquet. Je crois que j'ai beaucoup intérêt à attendre, n'est-ce pas? Si j'attends, je ne fais rien. Vous savez que ceux que vous invitez sur le plateau, c'est des gens très bons, très cultivés, des gens que nous respectons, qui viennent avec des informations sûres. Et donc, nous avons intérêt à attendre à les écouter parce qu'on gagne beaucoup de ce qu'ils nous apprennent. Voilà, merci. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier, vous, Madame Siquet, parce que l'autre fois, nous vous avons vu aux côtés de votre confrère, Monsieur Amin Touta, au cours de cette grande fête en Russie. Ça nous a fait beaucoup plaisir. C'est la preuve que nous ne sommes pas des moindres, c'est la preuve que nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Et vous avez fait montre d'une maestria vraiment incommensurable. Bravo à vous, merci. Continuez de la sorte, c'est l'Afrique qui gagne. N'en déplaise aux détracteurs, hein, bref. Alors, sur la première thématique, nous parlons de la suspension des partis politiques au Mali. Moi, je pense que le président Assimi Goïta a fini par faire la remontada. Il a fini par rattraper un retard parce qu'il devrait aller à cette date-là depuis, je ne sais pas pourquoi ça a pris tant de temps, mais il a fini par le faire. Écoutez, on ne peut pas consommer des omelettes en gardant les œufs dans leur état initial. Ce n'est pas possible. Ce que nous recherchons, pour aller à ça, il faut savoir jouer sur certains leviers. Les partis politiques ne peuvent pas être continués de fonctionner pendant que nous sommes en révolution. Et c'est sur ces partis politiques-là que s'appuient les Occidentaux qui veulent déstabiliser nos États, qui ne veulent pas que nous puissions émerger. Et donc, on ne peut pas ne pas aller à ça. Moi, je dis que le président Assimi Goïta a bien fait. Comment la chose est faisable ailleurs que ce n'est pas faisable ici? Quel droit les autres ont à le faire? Ce même droit dont nous autres nous sommes privés. Vous savez qu'en chose là, chez Zelensky là-bas, il a supprimé, il a suspendu ces partis politiques de l'opposition. Et les gens ont applaudi, toute l'Union européenne était d'accord. Pourquoi ici, ce n'est pas faisable chez nous ici? Hein? Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont plus... C'est quoi? Et donc, moi, je pense que c'est bien fait, bravo, et que ça continue comme ça. Ce que nous recherchons, nous devons tout faire pour avoir ça. C'est très important. Alors, est-ce que le Tchad, qu'est-ce que nous gagnons à ce que le Tchad, n'est-ce pas, rejoigne l'AES? Moi, je pense que le débat prochain, ce ne sera pas le Tchad va rejoindre. Nous voulons faire un débat sur le fait que le Tchad a rejoint. Le Tchad doit rejoindre l'AES. Ça prend déjà du temps. Je ne sais pas ce que le maréchal Déby Itno attend. Je ne sais pas. Et le Tchad, sans le Cameroun, vous savez que le Cameroun, c'est quand même la locomotive de l'Afrique centrale. Il faut le Cameroun, il faut le pays du président Faustin Archange Touadéra et le Centrafrique. Et après, le Congo-Brazzaville du président Denis Sassou Nguesso. Voilà, ces pays-là devraient constituer rapidement un bloc. Et ce bloc-là va se souder à l'AES par le Tchad. C'est très important. C'est très important. Pourquoi nous ne pouvons pas aller à cette union, à cette alliance, élargir la fédération-là pour que l'Afrique commence par se réinventer autrement? Les autres ont compris la nécessité, la force de rester ensemble. Ils sont ensemble et ils font tout pour nous diviser. Nous ne devons pas faire la politique de l'Occident. Et donc, le président Mahamat Déby Itno, moi, je voudrais lui demander de mettre les bouchées doubles. Mettre les bouchées doubles. La seule chose qu'on va craindre, c'est que quand ça va se passer, les gens se sentiront quand même énervés et ils vont réagir. Leur réaction, c'est de vous envoyer des terroristes. Et quand nous sommes ensemble, nous avons le même problème. Nous pourrons combattre ensemble ces terroristes-là. Ça va même vite marcher que certains pays soient à l'écart pendant que 3 pays luttent efficacement contre le terrorisme. Le terrorisme, ça ne vient pas du ciel. C'est les Occidentaux qui les produisent, qui les fabriquent, qui vous les envoient pour vous déstabiliser. Et donc, nous devons tenir ferme. Merci, Madame Siquet. Très bonne émission à vous. Monsieur Atangana et Monsieur Haïti, je m'incline.
depuis le Bénin. Merci beaucoup d'avoir appelé et participé ce matin. Voilà. Nous allons rester au standard. On poursuit avec nos téléspectateurs qui appellent, qui continuent. Voilà. Je crois que c'est Monsieur Kofi. Monsieur Kofi qui est au standard. Allô? Allô, Mayen Lachike, bonjour. Bonjour, Monsieur Kofi. Bonjour, Mayen Lachike. Je voudrais saluer votre courage et votre présence en Russie pour pouvoir mener cette mission au nom des Africains. Pour cette raison, vraiment, soyez salués de tout cœur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Je voulais saluer M. Haïssi et saluer M. Atagana, les féliciter pour tout ce qu'ils font pour les Africains. Mayen Lachike, la suspension des partis politiques au Mali, c'est la meilleure des choses. Parce que, en 1900, je ne vais pas reculer vers jusqu'en Première Guerre mondiale, mais de 1939 à 1945, il n'y avait pas de partis politiques en France. Donc, dès lors que la région de l'AIS en difficulté est confrontée avec les terroristes que la France les dépose dans les pays limitrophes et qui vont se faire le djihadisme, le terrorisme dans les pays de l'AIS, c'est normal que on suspend les partis politiques qui sont les réseaux intermédiaires des terroristes. Donc pour cela, moi, je salue le Mali. Je salue les 3 pays de l'AIS qui ont pris la décision même de suspendre tous les partis politiques pour que le pays puisse avoir la liberté, pour que la région puisse avoir la paix et la tranquillité, avant d'abord peut-être que de revenir sur les partis politiques. Quand je finis de dire ça, Mayen Lachike, excusez-moi, si le Tchad, la fois passée, c'est la République centrafricaine qui a, le président Touadéra qui a annoncé sa venue vers l'AIS. Aujourd'hui, c'est le président tchadien. Moi, je voudrais dire que le plus vite possible, c'est là la meilleure des choses qu'on va donner aux Africains. Parce que, comme M. Haïssi l'a dit, l'AIS est un laboratoire. Donc, c'est à saluer. C'est un militaire. Le président de Tchad, Déby Junior, est un militaire, est un général. Donc, moi, je pense qu'il doit copier ce que ses frères d'armes font dans ces 3 pays de l'AIS, qui refusent de se soumettre à l'Occident, se fait dicter par l'Occident. Donc, le plus vite possible sera la meilleure des choses qu'on va donner aux Africains tout entiers. Mayen Lachike, encore une fois, soyez salués pour votre présence en Russie. C'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kofi, depuis la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. On va aller en France avec Monsieur Basson. Bonjour, Monsieur Basson. Monsieur Basson. Merci, call center. Alors, je salue le personnel de For You Media. Madame Sikendombe, bonjour. Je salue le panel, Anatola ici et Monsieur Atangana. Tout d'abord, Mayen Lachike, je voudrais vous dire merci. Merci, For You Media a fait un travail remarquable à Moscou. Et de tout mon cœur, je vous dis, vous et vos collègues et la présidence de For You Media, 1000 fois merci. Alors, Madame Siké, le peuple malien a donné 5 ans aux dirigeants actuels de continuer le mandat. Mais à partir de ce moment-là, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Le peuple, c'est quoi? C'est pas la démocratie, tout ce qu'on nous chante souvent. Donc ce même peuple a dit aujourd'hui, ceux qui sont là, on va leur donner encore 5 ans de plus, et puis tout le monde doit respecter cela. Donc le gouvernement malien a bien fait d'entériner cela. Et nous sommes contents. Alors, ceux qui ne sont pas contents, on doit les envoyer au front. Qu'ils aillent combattre au front. Le Mali aujourd'hui se bat pour un combat, une guerre de libération. Est-ce que nous sommes dans une période normale?
Non, nous ne sommes pas dans une période normale. Le Mali se bat aujourd'hui pour sa libération. Donc, il ne faut pas que les gens viennent nous traîner, nous amènent d'autres soucis là. On en a pas mal. Alors, moi, je vais embrayer directement sur le Tchad, madame. Mais quand nous regardons ce qui se passe en ce moment, je vous donne un exemple. Le plus grand terroriste d'hier, aujourd'hui, on est en train de lui ouvrir tous les palais dorés d'Europe. Je vous parle ici du président syrien. Il faut que les Africains notent cela. Alors, je vous parle de ce monsieur qu'on cherchait hier, qu'on a mis l'argent en jeu, 10 millions de dollars, pour celui qui le trouvait, le plus grand terroriste d'hier. Aujourd'hui, on est en train de le saluer avec tous les honneurs. Ça doit servir de leçon aux Africains. Et le Tchad aujourd'hui, nous, le peuple africain, nous l'encourageons à rejoindre l'AES. C'est très important, madame, parce que nous avons un but aujourd'hui qui est le but commun. Nous avons un combat aujourd'hui qui est le terrorisme qu'il faut combattre en Afrique, partout en Afrique. Rien que pour cela, rien que pour ce fait-là, le Mali ne doit pas hésiter une seule seconde. Nous l'avons tant dit ici, l'Afrique centrale tire toute l'Afrique vers le bas. Et ça ne nous honore pas. Je vois aujourd'hui que la RCA fait les efforts. Le Tchad a envie. Mais qu'est-ce qui retient le Tchad? Qu'est-ce qui retient le Tchad? Et si encore nous le disons jamais assez, madame, c'est le courage qu'il faut ici. Nous l'avons encore vu pendant les 80 ans de commémoration. Vous avez une partie qui est en France et l'autre partie qui est en Russie. Est-ce que c'est normal? Mais nous avons un problème. Nous avons un souci. Et personne ne vous dit jamais que les Africains ont libéré l'Europe. Moi, je n'entends jamais cela. Les Russes vous appellent aujourd'hui, vous tendent la main, vous dites venez, on mène le même combat. Mais les gens sont encore là, continuent à hésiter. Non, on a un problème. Alors, moi, le souci que j'ai ici, peut-être M. Aïssi ou M. Atangana va me répondre. Ma question ici, si aujourd'hui le Tchad émet l'idée de rejoindre l'AES, étant donné que le Tchad est encore membre de la CEMAC et de l'UMAC, comment cela peut-il se passer? Voilà ma véritable question. Mais ici, nous devons encourager le Tchad à aller vers l'AES. Il faut une large coalition aujourd'hui de tous ces pays africains pour rejoindre l'AES. Il faut une large coalition, madame, pour combattre le terrorisme qu'on nous impose aujourd'hui. Je l'ai dit hier, sans la paix, l'Afrique ne sera jamais prospère. Sans la paix, l'Afrique ne sera jamais prospère. L'exemple de Ahmed El-Shara aujourd'hui doit servir de leçon à tout le monde. Aujourd'hui, tous les palais d'Europe lui sont ouverts. Hier, ne l'oublions pas, l'attentat de Bataclan doit nous parler. Mais aujourd'hui, on le reçoit avec tous les honneurs. Excellente journée, Monsieur Basson. Merci. Merci à vous, Monsieur Basson. Très, très belle journée également de votre côté en France. Merci. Et si le Tchad, finalement rejoignait donc l'AES, qu'en sera-t-il de sa situation au sein de ces organisations telles que la CEMAC par exemple? Est-ce que le pays va claquer la porte à ces organisations? Nos invités tout à l'heure vont revenir certainement là-dessus. Et on va rester au standard en attendant. On va poursuivre. Appel direct ou appel WhatsApp, chers téléspectateurs. Vous pouvez appeler pour participer, pour donner votre point de vue, poser simplement vos questions à nos invités qui se feront le plaisir de répondre à ces interrogations. Allô? Oui, merci. Allô? Bonjour. Oui, Monsieur Larbi, bonjour. Bonjour, Monsieur Larbi de France. Bonjour, Madame Siké Doumbé. Mes salutations, mes respects à vous, ma gratitude à vous. Vous m'entendez? Très bien, très bien, Monsieur Larbi. Bon. Alors, mes respects à vous, je réitère, mes respects à vous, ma gratitude
pour le combat que vous menez pour l'émancipation du continent africain. Merci pour votre professionnalisme et merci pour votre accueil. Je salue grandement toute l'équipe de For You Media Africa. Je salue grandement tout le Standard et le président, M. Matomba. Je salue grandement M. Albert Anatola ici. Et je salue grandement notre cher frère, M. Henri Atangana. Je tenais à le remercier grandement pour m'avoir répondu avec sagesse et professionnalisme sur la question que je lui avais posée. Je l'en remercie grandement. Merci beaucoup à lui. Il m'a répondu avec justesse sur la question des tribus qui ont formé le groupe des Touaregs et qui ont réclamé un territoire qui se prénommerait l'Azawad, dont moi je réfute totalement et je soutiens le Mali pour qu'il soit dans ses frontières, jusqu'à ses frontières, jusqu'au nord du Mali, jusqu'au sud de l'Algérie. C'est le Mali. Voilà, c'est ça que je tenais à dire et je l'en remercie beaucoup. Donc, pour ce sujet-là, voilà. Et alors, pour le sujet du Mali, je félicite le gouvernement, encore une fois, du Mali, pour avoir, bien sûr, pris la décision de mettre fin à tous les partis politiques qui gangrènent le Mali pour sa souveraineté et pour le combat que nous menons pour l'émancipation du continent africain. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible de partir sur des élections ou de donner l'occasion à des partis politiques de venir gangréner le combat que l'armée du Mali et le président M. Assimi Goïta mènent pour l'émancipation du continent africain et du Mali, bien sûr. Voilà. Je salue grandement l'AES. Je pense que tout a été dit. Je salue grandement l'AES. Je réitère mes condoléances aux familles qui sont en deuil, qui ont perdu un proche lors de l'attaque qui a été perpétrée à Djibo. Je réitère bien sûr mes condoléances à ces familles-là et je leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup de patience. Comme on dit, il faut de la patience. Malheureusement, c'est malheureux pour nous. Nous sommes gangrénés par le terrorisme et par le mercenariat qui vient des Occidentaux, qui vient des Français, des Américains ou des Anglo-Saxons. Voilà. Et c'est eux qui nous envoient des terroristes et des mercenaires. Il faut qu'on se débarrasse de l'endocolonat aussi. Nous avons beaucoup d'endocolons qui viennent nous gangréner. Il faut qu'on se méfie beaucoup des endocolons et qu'on les chasse. Il faut que nous fassions attention et qu'on encadre bien les diasporas qui seraient susceptibles de revenir sur notre territoire. Il faut qu'on explique à notre diaspora qui vit à l'extérieur de nos pays, du continent africain, que s'ils ont des droits demandés, qu'ils demandent des droits dans le pays où ils vivent. Voilà, qu'ils demandent des droits au gouvernement dans les pays où ils vivent en Europe, qu'ils ne viennent pas nous demander à nous ou essayer de nous inculquer des choses. Nous sommes bien assez consciencieux pour régir nos lois dans nos pays africains au jour d'aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de quelconque diaspora pour venir nous expliquer quoi que ce soit. Mais s'ils veulent rentrer au pays, sur le continent africain, nous les accueillons les bras ouverts. Ce sont nos enfants. Voilà ce que je tenais à dire. Et je vais en terminer par là, je vais en sortir par là pour vous dire que je suis heureux de voir ce matin nos analystes, nos frères défendre le continent africain de cette manière. Ils ont fait des analyses très justes et très pertinentes pour éveiller les consciences de tous les Africains du continent africain et même des Africains qui sont hors du pays, la diaspora. Parce que nous sommes éveillés grâce à eux, nous acquérons des connaissances sur notre patrimoine et ça c'est très important. Et je salue au passage M. Talo Talo, même s'il n'est pas là, j'espère qu'il recevra mes salutations et qu'il se porte bien là où il est. Et voilà, je vais sortir par là pour laisser la place à tous les autres téléspectateurs. Je salue tous les téléspectateurs et téléauditeurs de For You Media Africa. Et comme dit le frère M. Jean Sakonou, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Vive l'AES, vive l'Afrique. Merci beaucoup pour votre accueil, Madame Sike Doumbé. Je vous souhaite une bonne continuité de programme, une bonne matinée.
à toute l'équipe, à tout le Merci à monde. vous Merci. également, Monsieur Larbi. Merci beaucoup pour cet appel ce matin. On vous souhaite aussi une très belle journée. On va poursuivre au standard. On prend un autre téléspectateur. Allô? Allô? C'est moi? Oui, monsieur. C'est moi, Ibrahim. Monsieur, vous êtes en direct. Voilà, bonjour tous les techniciens, et bonjour tous les caméramans et les invités. Et je vous salue vous tous. Et je vous remercie de me donner parole ce matin-là. Je vais parler de 3 pays, Burkina, Mali, Niger. Et la manière qu'ils sont dessus, tous les partis politiques, c'est bien fait. Je demande à 3 pays de donner faveur à 3 partis ou à 5 partis. Dans chaque pays, d'avoir 3 ou 5 partis. Et de ne pas donner des limites des mandats. Quand on dit qu'il sera élu et 5 ans renouvelé une fois, il n'a qu'à supprimer ça. Voilà, parce qu'afin de dire que tu seras élu, renouvelé une fois là, c'est ça quand même un problème. Donc il n'a qu'à éliminer ça dans leur groupe. Tu es président à vie, ça dit chaque 5 ans, tu dois aller aux élections jusqu'à le jour que tu perds ton élection, tu peux te reposer. Ne donne pas 2 mandats, 3 mandats, non, il n'a qu'à éliminer ça, c'est un d'abord. Et puis chaque parti, celui qui veut créer un parti dans 3 pays là, qui doit faire service militaire de 3 ans ferme avant de créer un parti. Par l'armée, c'est quelque chose de mieux organisé. Au niveau de Tchad, c'est bien. Tchad, il veut rentrer, c'est bien, pas de problème. Mais il faut les 3 pays d'abord. Doivent se bien organiser, avoir leur propre monnaie, un armée fort, avoir droit de veto. Burkina Faso a un droit de veto, Niger a un droit de veto, Mali a un droit de veto, avant d'accepter les autres pays d'intégrer. Parce que le CEDEAO était détruit à cause de ça. Nigeria a fait la guerre civile entre les Nigériens, la guerre déclenchée par la France, soutenue par Omar Bongo et puis Ofo Boni qui a soutenu cette guerre-là au Nigeria. Quand ils ont échoué la guerre au Nigeria, quand ils ont créé le CEDEAO, Ofo Boni était un espion pour intégrer la CEDEAO, pour détruire le CEDEAO. C'est même Ofo Boni qui a intégré la CEDEAO, qui a assassiné les peuples libériens et les Sierra Leone. Ils ont détruit le CEDEAO, Alassane Ouattara est venu enterrer le CEDEAO. Donc parce que le Nigeria, c'est le plus grand pays de l'Afrique. Ils sont plus populaires. Le Nigeria, c'est le pays le plus populaire de l'Afrique. Mais le Nigeria est incapable d'assumer son rôle dans le CEDEAO. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui assume CEDEAO, avec Ofo Boni, qui a détruit le CEDEAO. Alassane Ouattara est venu et l'a enterré le CEDEAO. Donc AUS doit avoir droit de veto, Burkina, Mali, Niger, pour que ceux qui veulent intégrer, voici une loi, si tu ne veux pas, tu ressors, parce qu'il y a de l'espion français et l'espion américain qui peut profiter de s'intégrer et pour détruire ce groupe-là. Donc, je vous remercie. Bonne journée à tous les Camerounais. Merci à vous également, Monsieur Ibrahim. Merci beaucoup pour cet appel. Nous allons prendre, je crois que ce sera le dernier ou l'avant-dernier, on verra bien. Un autre téléspectateur, c'est une dame, Madame Cissé, depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour, Madame. Allô, bonjour Manuela Siké et bonjour à vos panélistes et bonjour aux téléspectateurs. Manuela Siké, laissez-moi vous dire que vous êtes une grande. Vous êtes rentrée dans la cour des grands. C'est avec joie qu'on a assisté à votre prestation le jour des 80e anniversaire de la libération en Russie. Manuela Siké. Ça dit que vous êtes en train de enseigner au moins la jeunesse parce que vous nous montrez que vous avez un parcours. On vous a connu sur la chaîne Afrique Média. Vous avez un parcours et petit à petit, aujourd'hui, vous êtes à la place que vous êtes. Il y a certaines personnes qui croient qu'on vient comme ça et on atterrit un jour à la tête de la Côte d'Ivoire, on atterrit un jour à la tête du Cameroun ou bien on atterrit un jour, on devient sans passer. Ça veut dire qu'il y a un parcours. Et votre parcours, il est éloquent. On vous a suivi. En tout cas, félicitations et respect. Continuez sur cette lancée. Et je ne serai pas surprise un jour que vous soyez nommé ministre de la communication au Cameroun. Parce que c'est possible. Demain, vous serez peut-être dans les instances dirigeantes du Cameroun. Et c'est possible parce que vous l'avez démontré. C'est le résultat d'un travail acharné. Maintenant, sur le Mali, les partis politiques. C'est-à-dire, à la fin, les partis politiques jouent le rôle même que de l'impérialisme, quoi. Vous avez
il arrivera un temps en Afrique où le nombre de partis politiques équivaudra au nombre de la population. Parce que tous ces partis politiques-là, à la fin, ça sert à quoi? Si ce n'est pas pour faire le jeu de l'impérialisme, le jeu de l'Occident. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, vous avez le parti politique de Blé Goudé, le parti politique de Simone Gbagbo, aujourd'hui, qui vont s'allier à leur bourreau, qui vont s'allier à l'Occident, ceux qui ont détruit même la Côte d'Ivoire, qui s'allient au parti au pouvoir. Vous comprenez quelque chose? Ceux qui parlent, qui font la promotion de la démocratie, pourquoi ils ne vont pas demander au Maroc d'ouvrir le pays aux partis politiques? Pourquoi on ne demande pas ça là-bas? Et c'est au Mali, en Côte d'Ivoire, on parle de partis politiques. Il faut dialoguer, il faut discuter avec ces gens-là. Mais le président Ibrahim Traoré, même, il a vraiment trop tardé. Vous êtes dans un pays en proie au terrorisme, vous n'avez pas encore réglé cette question. Et vous venez parler de démocratie. Ce fameux mot-là, démocratie, ça a été démontré que c'est un leurre, ça n'existe nulle part, ça n'existe presque pas. Pourquoi on doit toujours être là, on dit qu'on a un projet. Le programme d'un parti politique, c'est quoi? Il faut que chacun vienne dévoiler son programme politique. Si vous êtes là que votre programme politique, c'est pour être dans la continuité de ce que l'Occident a fait, pour être dans la continuité du CFA, dans les mêmes choses qu'on ressasse depuis. Si c'est pour cela, mais ce n'est pas la peine, il faut les dissoudre. Merci et bonne journée, Manuel Asiki. Merci à vous, Madame Cissé. Merci infiniment pour cette contribution. Et d'ailleurs, l'actualité en Côte d'Ivoire, qui sera au menu de nos échanges, certainement, soit en thématique d'accueil, soit en thématique principale. Demain, vendredi, dans le cadre de votre programme For You Matin, nous reviendrons sur cette actualité, surtout que ça bouge également de ce côté-là. On rappelle que le pays également est en train de préparer la présidentielle de 2025. Merci infiniment, Madame Cissé. On espère qu'on se retrouvera demain pour en parler un peu plus en profondeur. On revient sur le plateau. À la suite des interventions des téléspectateurs, ce sera également, comme à l'accoutumée, le mot de fin aussi pour nos invités et surtout avec les préoccupations aussi de certains de nos téléspectateurs, tels que monsieur Basson, par exemple, qui a posé cette question assez pertinente quand même, alors que le Tchad, tout comme les autres pays d'ailleurs de l'Afrique centrale, font partie d'un ensemble. Je prends simplement le cas de la CEMAC, intégrer un groupe tel que l'AES obligerait-il le Tchad à claquer la porte à d'autres ensembles tels que la CEMAC ou encore d'autres organisations? De toutes les façons, ce sont des réflexions que nous ferons certainement pour sortir en guise de conclusion. Monsieur Henri Atangana, je vais commencer par vous à la suite de nos téléspectateurs, mais aussi peut-être... c'est vrai qu'on a parlé des enjeux, les défis futurs peut-être d'un pays tel que le Tchad. Oui, enfin, il n'y a pas forcément une relation entre le fait Monsieur que le Atangana. Tchad... Oui, allô, vous me recevez? Oui, monsieur, je vous écoute. Il n'y a pas forcément une relation entre le fait que le Tchad rejoint les pays de l'AES et que le Tchad sorte de la CEMAC, en revanche, parce que ce n'est pas contradictoire. Oui. En revanche, si la CEMAC se comporte comme la CEDEAO, c'est-à-dire que du moment où le Tchad va avoir des alliances, son indépendance, sa souveraineté, et que la CEMAC vient lui dire, écoute, nous allons vous infliger des sanctions qui n'ont rien à voir avec avec la CEMAC. C'est-à-dire quand vous rentrez dans une institution, pour rentrer dans une institution avec des buts. Cette institution-là, vous avez des choses, vous ne pouvez pas rentrer dans une institution qui est monétaire, financière, pour les échanges, et puis ils vous disent qu'ils gèlent votre argent, sous prétexte que vous avez... Vous voyez ce que je dis? C'est ça qui arrive à la CEDEAO. L'institution, là, la CEDEAO qui vous dit, écoutez, nous allons aller en guerre contre vous parce que vous avez changé l'exécutif, quels que soient les moyens avec lesquels vous avez changé le chef de l'exécutif de votre pays.
qu'une institution qui est une institution purement commerciale vous dise, écoutez, nous, on va entrer en guerre contre vous parce que vous avez changé le chef de l'exécutif de votre pays. C'est ça qui s'est passé. Il faut le rappeler à la CEDEAO. Oui, la CEDEAO a dit, on va former une armée pour aller déloger des chefs d'État de l'AES. Et il faut savoir que la CEDEAO a dit, nous allons geler les comptes de l'AES. Oui. Ils ont donc, la CEDEAO a donc appliqué des sanctions. Et ce sont ces sanctions qui ont fait pousser les pays de l'AES à dire, ok, d'accord, nous, on sort de là. Parce que nos rapports, d'abord, parce que ça n'avait rien à voir avec les accords qu'on a signés. Ça n'avait rien à voir. Quand ils ont signé, vous rentrez dans une association, il y a un programme, il y a les raisons pour lesquelles vous signez, vous rentrez là. Et voilà, je sais pas, c'est pas vous signez un contrat de travail et puis votre patron dit qu'il vient faire un enfant à votre femme. Vous avez dit que ça ne fait pas partie de votre contrat de travail. À ce moment, vous démissionnez de votre emploi. Mais c'est la même chose. Geler les comptes des pays de l'AES, ça n'avait rien à voir avec les prérogatives de la CEDEAO. Que la CEDEAO se réunisse, fasse une armée pour aller combattre ces pays-là parce qu'ils ont changé le chef de l'exécutif, quels que soient les moyens, ça ne faisait pas partie des prérogatives de la CEDEAO. De la même façon, si la CEMAC dit, écoute, au Tchad, écoutez, comme vous êtes associé à l'AES, une autre organisation sous-régionale, voilà, nous, on va geler vos comptes, il y a un souci. Et aller même jusqu'à geler les comptes de la banque, puisque les pays de l'AES utilisent le franc CFA. Où est le rapport avec la CEDEAO? Et c'est la raison pour laquelle je disais souvent à certains ici, les gens me disaient, lui et moi, ça n'a rien à voir avec la CEDEAO, blablabla, blablabla. Ça n'a rien à voir? Alors pourquoi est-ce que la CEDEAO a décidé de geler les biens dans la banque d'émission de l'Ouest? Si vous ne comprenez pas que ces institutions sont des outils pour nous piloter, ça veut dire qu'il y a un truc que vous ne voyez pas. De la même façon, il n'y a pas de relation. Mais si le Tchad peut rejoindre les pays de l'AES et que ça se retrouve contradictoire, parce que pour l'instant, ça ne l'est pas, oui, avec les institutions de la CEMAC, et c'est clair que le Tchad va sortir de la CEMAC. C'est clair, mais pour l'instant, ce n'est pas contradictoire. En quoi c'est contradictoire? En quoi c'est contradictoire? Absolument en rien. L'une des petites difficultés, encore que ça pose le gros problème, c'est-à-dire les échanges. Parce qu'il s'est fait aujourd'hui que le franc CFA de la CEMAC n'est pas directement convertible au franc CFA de la CEDEAO. Tout à fait. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? On ne sait pas. C'est parce que le propriétaire du franc CFA a décidé ça. Et je voudrais aussi dire à M. Larbi qu'il continue. C'est quelqu'un qui a toujours des propos apaisés. Parce que beaucoup de gens m'écrivent souvent, me disent, quand on a la responsabilité de parler aux gens, on essaie quand même d'avoir des propos apaisés. C'est quelqu'un qui a toujours des propos très, très apaisés. Et je veux lui dire qu'il ne pense pas que ses seuls adversaires sont les impérialistes. Il y a aussi ce qu'on appelle la cinquième colonne. C'est-à-dire qu'il va trouver comme adversaire des Africains subsahariens, des Africains maghrébins comme lui, qui vont le combattre et qui viendront lui dire qu'il a tort, qu'il ne pense pas bien, qu'il se trompe et tout ça. Parce qu'il est parfois attaqué. Non, mais il ne faut pas penser que les seules personnes qui nous attaquent, nous qui voulons la liberté, c'est une cinquième colonne. Ils vont venir là sur les chats des émissions, ils vont dire n'importe quoi, et ce sera forcément les Africains. Donc, ils continuent le combat. Un combat est un combat. C'est-à-dire que les gens vous attaqueraient toujours, même si vos propos sont toujours des propos apaisés. Et quand on parle des relations Algérie, les pays de l'AES, moi, je peux prendre le parti pris de ne parler que ce qui est positif. Mais ça ne veut pas dire que tout est positif dans une société. Mais nous sommes dans un
une nécessité de l'union, on met en avant les choses qui sont positives, parce que je me souviens que sur ce plateau, je disais que les Maghrébins sont très hospitaliers, parce que j'en ai connu beaucoup en Europe. J'en ai connu beaucoup, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Parce que quand ils vous rencontrent et que vous êtes sud-africain, vous allez être surpris, la première chose qu'ils vous disent, c'est « Salut frère ». Contrairement à ce que vous pensez. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'au Maghreb, il n'y a pas des gens, des Maghrébins mal intentionnés vis-à-vis des Sud-Africains. Mais moi, je mets en avant ça. Parce que sinon, si vous saviez combien de coups j'ai reçus en Europe pour les Camerounais, ah mon ami, si je devais m'arrêter sur j'ai vu un voyou parce qu'il est un voyou, tout le monde est un voyou, alors on n'avance pas. Mais il faut mettre en avant des choses qui vont nous unir. Et M. Larbi le fait très très souvent dans ses interventions et qu'il continue comme ça. Mais qu'il ne soit pas surpris d'être critiqué par des Africains, qu'ils soient des subsahariens ou des Africains du nord de l'Afrique. Voilà, c'est par ça que je voulais sortir, et je le remercie beaucoup pour sa présence dans ce combat qui est le combat de libération des peuples africains. Je sors par là. Merci à vous, Monsieur Henriat Tangana. Nous allons donc poursuivre et sortir définitivement ici sur le plateau avec Monsieur Haïti également, votre mot de fin pour sortir après les téléspectateurs. Je voudrais commencer par le Mali. Oui. Il vous souvient du temps qu'il était encore aux affaires, l'ancien Premier ministre malien, Choguel Maïga. Répondant aux critiques qui portaient sur le blocage d'un retour à l'ordre conditionnel au Mali, à quelques leaders d'opinion, entre guillemets, il leur disait qu'il ne sert à rien d'organiser des élections qui vont aboutir à une crise électorale. Soit post-électorale, soit pré-électorale. Donc le processus de refondation mis en marche vise justement à lever des élections apaisées qui ne vont jamais aboutir à des crises post-électorales comme c'est souvent le cas dans le contexte africain. En plus, je voudrais terminer sur cette question en disant que le Mali, comme la plupart des pays africains, ont d'autres défis. Oui. Du point de vue économique, du point de vue de l'emploi des jeunes, la création d'emplois. Je crois que si, dans le contexte africain, vous avez le social qui marche avec la création des emplois au profit des populations, faites même 100 ans, n'est-ce pas 100 ans au pouvoir, ça ne va gêner personne. Dès lors que vous avez satisfait aux besoins de base, n'est-ce pas, aux besoins les plus élémentaires, n'est-ce pas, de la population. Je crois que c'est à cela que s'attellent les populations de l'Inde et d'une manière générale, et plus particulièrement les populations, les gens du Mali. C'est-à-dire qu'il faut donner un sens à nos institutions, il faut donner un sens à nos objectifs, ce que nous appelons souveraineté. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième thématique, je voudrais dire à M. Basson deux choses. La première, lorsque vous êtes dans une institution qui ne marche pas, qui est improductive, qui est non productive, ou bien contre-productive, qu'est-ce que vous faites là? Tout à l'heure, je vous évoquais les questions de souveraineté. Il faut des éléments de souveraineté. Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Vous avez dedans économie et monnaie. Ça marche? Est-ce que vous êtes souverain? Vous avez la souveraineté économique, vous avez la souveraineté monétaire? Non. Pendant qu'on y est, où est-ce qu'on en est avec le fameux passeport CEMAC? Oui. Ça ne marche pas. Oui. Donc, le fait, et puis il faut éviter les micro-organisations qui contribuent justement à affaiblir la macrostructure de nos États. Et de ce point de vue, je crois que l'idéal serait de dissoudre la CEMAC pour penser à une macro-organisation comme la CEAC, par exemple. Ok. Oui. Et si, c'est mon point de vue, qui peut ne pas être partagé, si le Tchad sort de cette affaire-là, comme il est sorti de la force multinationale mixte, je crois que ça n'aura aucune conséquence. Déjà, ça ne marche pas. La CEMAC, ça ne marche pas. Donc, il faut aller vers là où ça marche. Et puis, la CEMAC, comme par exemple la CEDEAO, c'est les organisations néocoloniales qui n'apportent rien aux populations. Mais alors, rien du tout. J'ai pris l'exemple du passeport CEMAC. Ça fait plus de 10 ans qu'on paye là-dessus. Ça marche? Ça ne marche pas. Moi, j'ai pas encore vu la couleur
du passeport CEMAC. Et puis chaque jour, et chaque année, chaque mois, les populations camerounaises sont expulsées d'un État membre de la CEMAC, qui s'appelle la Guinée équatoriale. Alors que parallèlement, une organisation telle que l'AES, qui vient à peine justement d'être mise en place, voilà, et il y a la circulation des populations, des biens des personnes. Oui. Régulièrement, vous avez les Camerounais qui sont expulsés, chassés pour chasser du Gabon. Régulièrement. Guinée équatoriale. Guinée équatoriale, Gabon. Oui. Bon, et vous, de quoi est-ce qu'on parle? Ça ne marche pas. On dit tout ça. Maintenant, pour revenir à la question fondamentale qui a porté sur la thématique centrale, nous pensons qu'aujourd'hui, la construction d'une Afrique, d'une autre Afrique, d'une nouvelle Afrique, doit être le fait de la jeunesse. Oui. Oui, de la jeunesse, et débarrasser des reliquats politiciens que tout à l'heure nous avons évoqués dans la première thématique, c'est des partis politiques. Déjà, désormais, même, il faut absolument questionner l'idéologie des partis politiques avant de leur accorder quelconque autorisation. Parce que nous en avons qui sont en réalité le relais de nos ennemis, de ceux-là que nous combattons, et qui ont pour rôle justement d'affaiblir non seulement notre combat, mais surtout de jouer un rôle déstabilisateur de nos pays, au travers de l'idéologie, parce que très souvent, ils n'en ont pas. Et très souvent, vous avez également les leaders de ces trucs-là qui sont empêtrés dans les cercles ésotériques, qui ont signé des deals, et puis, en fait, qui sont en lien dans les dynamiques que nous combattons. Je crois que là, il va falloir être très, très regardant sur cette question-là. C'est-à-dire, être regardant sur l'idéologie des partis politiques. Parce que si un parti politique n'a pas vocation à être souverainiste, à défendre, à protéger les intérêts de l'Afrique, on ne lui donne aucune autorisation. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et puis, c'est quoi cette histoire de santé de partis politiques? Ça nous sert à quoi? C'est à rien du tout. C'est quoi la plus-value d'avoir une multitude de partis politiques? Il y en a qui vont vous dire que c'est la vivacité, ça traduit la vivacité de la démocratie de n'importe quoi. Du tout. Vous avez, c'est des trucs que c'est les microstructures qui sont organisées par des individus frustrés ou bien affamés et qui n'apportent rien du tout, ni au niveau de l'éducation politique, l'éducation citoyenne des populations. Ça n'apporte aucune plus-value. Bien au contraire, ça apporte la contradiction négative. Par exemple, dans le contexte camerounais. Je parle, par exemple, dans le contexte camerounais, ça apporte quelle contradiction politique? Aucune. Aucun débat sérieux sur les problématiques sérieuses et fondamentales. Rien. Donc, je pense que ces choses, il faut les dissoudre. Ni plus ni moins. Maintenant, nous pensons que, comme je l'ai dit, Madame Siké, l'Afrique doit se réveiller et ce ne sont pas les Chinois, ce ne sont pas les Russes non plus, qui sont, de notre point de vue, des partenaires objectifs, qui pourront faire à notre place ce qu'il y a lieu de faire pour justement construire une Afrique digne et respectée dans le monde. Merci beaucoup à vous, Monsieur Albert Anatole, ici pour cette conclusion. Une fois de plus, merci à Monsieur Atangana. On ne vous oublie pas, chers téléspectateurs. Merci également d'avoir été avec nous. Dans le cadre de cette édition de For You Matin, c'est donc la fin. On vous souhaite une très, très belle matinée. Restez en compagnie des programmes de For You Media Africa. À demain.